Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va changer un petit peu de celle de d'habitude. Vous savez, je suis chroniqueuse tous les mois dans le magazine Alternative Bien-être qui est une revue de santé naturelle et on écrit 2 mois à l'avance en fait nos chroniques. Donc moi classiquement je tiens la rubrique phyto qui détaille une monographie de plantes sur 2 pages. Là pour le numéro du mois de juin, mon rédacteur en chef m'a demandé, vu qu'on traversait cette période du coronavirus et de confinement, d'écrire une chronique plus personnelle. J'avais carte blanche, je pouvais dire ce que je voulais mais voilà, qui est trait à ça. Et du coup, j'ai décidé de parler de médecine intégrative, entre autres choses. Et pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant et pas dans 2 mois quand le magazine paraîtra? Parce que en fait, je voulais faire écho au post de Christophe Bernard il y a 2 jours sur son compte Instagram. Donc Christophe Bernard, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand monsieur, c'est un de mes mentors, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a un compte Instagram, une chaîne YouTube et un blog qui s'appelle Altea Provence. Je vous invite à y aller. Et je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et en fait, Christophe, c'est un grand herbaliste qui a une culture des plantes géniale, à la fois sur le côté botanique et à la fois sur le côté vertu thérapeutique. En plus, lui, le gros avantage par rapport à moi, c'est qu'il a un jardin. Et que du coup, il a beaucoup de plantes médicinales déjà dans son jardin et que quand il vous parle d'une plante, il va vous la chercher au jardin. Et il vous montre vraiment toute l'étape de la croissance, de comment il faut couper, de comment préparer vos remèdes vous-même, en plus de vous sourcer de façon très pointue toute la bibliographie qui vous indique les vertus thérapeutiques de ces plantes. Donc si les plantes vous passionnent, je vous invite à suivre ce grand monsieur. Bref, et Christophe, il a poussé un petit coup de gueule il y a 2 jours parce qu'en fait, il est énervé d'entendre dans les médias des personnes et parfois des médecins dire que les plantes ne servent à rien en période de coronavirus. Et du coup, il nous demandait nos témoignages et si on y avait eu recours. Le truc, c'est que trop souvent, en fait, dans les médias, on donne du crédit et de l'importance à des paroles qui sont tenues par des personnes qui ne sont pas compétentes. Alors, c'est pas parce qu'on a fait médecine, qu'on a fait 11 ans d'études, qu'on est compétent en médecine, qu'on est compétent en tout. En fait, moi je suis compétente en phytothérapie, donc je peux parler des plantes de nos pharmacopées européennes. Par contre, je suis pas compétente en médecine traditionnelle chinoise. Si demain dans les médias on me demandait mon avis et que je dise non mais de toute façon les plantes chinoises ça sert à rien, et qu'on me croit, ce serait stupide. Aujourd'hui, c'est ça qui est fait. C'est qu'on donne la parole à des médecins qui sont juste médecins, mais qui ne sont pas des médecins phytothérapeutes ou des médecins aromathérapeutes, donc des personnes qui n'ont pas l'expérience clinique que nous, on a, et le retour de l'usage des plantes dans certains contextes. Et du coup, même si oui, il n'y a pas d'étude qui a validé l'intérêt de telle ou telle plante pour le Covid-19, ça c'est ok. Néanmoins, on peut tout à fait soutenir les épisodes de fièvre, on peut soutenir la toux, on peut soutenir tout un tas de processus que met en jeu le coronavirus dans notre organisme grâce aux plantes et aux huiles essentielles. Et c'est stupide de prétendre que les plantes ne servent à rien, qu'on dépense notre argent pour rien quand on va acheter des plantes, que la quantité de principes actifs dans une tisane, on n'en sait jamais rien, donc c'est dangereux, etc. Depuis que le monde est monde, on se soigne avec les plantes. Et en fait, ce qui nous énerve à Christophe comme à moi, c'est que trop souvent, on oppose les médecines dites douces, complémentaires, alternatives à la médecine allopathique. Il n'est pas anti-médicament, de même que moi, je ne le suis pas. Moi, au cabinet, je suis quand même spécialisée dans l'accompagnement des cancers et des maladies auto-immunes, qui sont 2 maladies qui, clairement, sont traitées avec des remèdes allopathiques, donc des remèdes médicamenteux chimiques. C'est juste que nous, avec nos petites plantes, nos petits remèdes naturels, on va venir aider l'organisme à mieux métaboliser ces traitements pour qu'on ait moins d'effets secondaires, pour qu'il y ait moins de polymédication derrière qui en résulte. Et du coup, c'est comme ça qu'on offre du confort de vie aux patients. Et quand on utilise les plantes, ce qu'on cherche, on ne cherche pas toujours la guérison. Parfois, on cherche juste du mieux-être, du confort. Et ça, c'est important. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que en prévention, en fait, les plantes, les remèdes naturels savent mieux faire que l'allopathie, parce qu'en allopathie, on prévient très peu finalement. Et qu'en première intention, dans la petite bobologie du quotidien et des maux qui ne sont pas graves, souvent avec les traitements naturels, on peut parfois faire aussi bien, et en tout cas sans effet secondaire. Par contre, il est évident que si ça s'aggrave, que ça dégénère, vous allez aller consulter un médecin, vous allez prendre les médicaments qu'il vous recommande, mais ça ne vous dispensera pas d'utiliser quand même en même temps les plantes pour justement venir potentialiser leur action. Et voilà, et donc nous en fait on se bat pour cette vision où on viendrait rallier en fait l'allopathie et la phytothérapie, mais aussi l'aromathérapie, l'homéopathie, toutes les autres disciplines, pourquoi pas, pour faire
ce concept qui me tient vraiment à cœur, qui est la médecine intégrative. Et c'est d'ailleurs un hashtag que j'utilise souvent dans mes posts, puisque il n'y a pas à être dichotomique, soit l'un, soit l'autre. Non, on peut tout à fait utiliser les deux. Et c'est pour ça du coup que j'ai décidé de vous lire mon petit papier, parce qu'il fait écho à ça, et j'espère que ça fera résonner des bonnes choses pour vous de votre côté. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue. Si vous souhaitez vous arrêter là, pas de souci. Sinon, c'est parti. Oui, désolée, ça bouge un peu. Donc, le monde entier est en déroute avec le coronavirus aujourd'hui, avec l'antibiorésistance demain, avec l'infertilité après-demain. Sombre présage pour notre humanité. Pourtant, je veux rester optimiste. Alors je voudrais écrire à nouveau sur la réelle nécessité d'une médecine plus intégrative, qui constitue selon moi l'avenir de ce que pourra et devrait être la médecine du futur, à la fois efficace, innovante et humaine. Alors, qu'est-ce que la médecine intégrative ? C'est une approche personnalisée dans laquelle le médecin, voire une équipe pluridisciplinaire, noue une relation au sein de laquelle le patient est écouté quant à ses symptômes physiques et psychiques, mais prenant également en compte l'environnement dans lequel il vit. Alimentation, sommeil, activité physique, stress. Car tous ces facteurs peuvent influencer la cause, la récidive ou la chronicité d'une maladie. C'est donc une approche holistique. Ainsi, le médecin ne se centre plus sur l'organe douloureux ou défaillant, mais surtout l'être. Il prend en compte dans sa globalité l'être humain face à lui et non juste une partie d'un corps. Cela a le mérite de remettre de l'humanité dans le soin, dimension trop souvent négligée par manque de temps et qui conduit à ce ressenti de n'être plus qu'un numéro de dossier dans un système où l'acte est technique, ciblé, mais chronométré et froid. La médecine intégrative associe les meilleurs soins conventionnels allopathiques aux médecines complémentaires et soins de support dans le but de maintenir la santé et d'améliorer le bien-être. Parmi eux, on trouve des soins externes tels que l'activité physique, le yoga, l'acupuncture, le tai chi, des soins internes grâce à l'homéopathie, la nutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie, des soins émotionnels comme la psychothérapie, la méditation de pleine conscience, la sophrologie, l'art-thérapie, etc. Tout le monde ne sera pas réceptif de la même façon, mais ces approches ont le mérite d'exister. Et quand elles sont à la fois bien pratiquées et dans une relation d'entraide bienveillante avec le praticien, soulagent bien des patients laissés de côté par une médecine strictement conventionnelle quand elle a épuisé ses solutions. Les bienfaits d'une pratique plus intégrative. La médecine intégrative possède de nombreux avantages. Déjà pour le patient, celui d'améliorer les symptômes comme la nausée, la perte d'appétit, le stress, l'anxiété et le sommeil des patients sous chimiothérapie anti-cancer par exemple. Bien que la médecine intégrative soit applicable à toutes les maladies, c'est surtout dans le domaine de l'oncologie qu'elle a été étudiée et approuvée. Dans la gestion des douleurs chroniques articulaires, plantes, micronutrition, acupuncture, yoga, tai chi et massage sont autant d'outils à disposition pour réduire le recours aux médicaments opioïdes. Contre la migraine, la méditation de pleine conscience se montre parfois aussi efficace que des médicaments. Et la méditation, le yoga, le tai chi, la partenelle et plusieurs micronutriments comme le magnésium, les vitamines D, B2, B6, B9 et le coenzyme Q10 les atténuent. La médecine intégrative opère une certaine responsabilisation du patient vis-à-vis de sa santé. Il redevient acteur de son mieux-être. Cela augmente l'implication et l'observance dans les traitements et augmente la satisfaction. Un trio hautement bénéfique à la guérison. D'autant que c'est une demande des patients et de leurs familles que d'en apprendre plus au sujet de ces traitements complémentaires. Ça l'est aussi des soignants qui cherchent à se former. Je me réjouis que des facultés de médecine les enseignent désormais et soient pratiquées à l'hôpital. Pour les soignants, cette approche collégiale est aussi une richesse mise à profit dans certains centres en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis. Économiquement, on sait que la santé n'a pas de prix, mais elle a bel et bien un coût. Si on avait davantage recours à la prévention, grâce aux médecines complémentaires, cela pourrait épargner bien des dépenses de santé. En tant que diététicienne, je fais partie avec les psychologues des professions de santé à diplôme d'État qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Un comble quand on sait qu'Hippocrate énonçait que ton aliment soit ton premier médicament.
et que la prise en charge précoce des patients prédiabétiques, en surpoids ou hypertendus, s'améliore généralement sous nos conseils et peuvent éviter, retarder ou réduire la médication chimique qui, en général, une fois initiée, est adoptée à vie. Idem avec les psys, combien de boîtes d'anxiolytiques, de somnifères et d'antidépresseurs pourrait-on épargner si les consultations étaient prises en charge, sachant qu'on est les premiers consommateurs au monde. La prévention, ce serait aussi, à chaque automne, d'encourager chacun à renforcer son terrain immunitaire. Je ne prétends pas que ce soit forcément suffisant, selon la virulence de certains virus. Néanmoins, chaque année, nous sommes tous confrontés au rhume, à la gastroentérite, à la grippe, et ne les attrapons pas forcément. Pourquoi ? Parce que notre système immunitaire est en capacité de lui barrer l'entrée de notre organisme ou d'y faire face sans que la situation ne s'aggrave trop. Aussi, les messages devraient-ils être 1. De veiller à améliorer la triade alimentation, sommeil, stress, puisqu'elle constitue un socle fondamental de vitalité que beaucoup malmènent au quotidien. 2. De se supplémenter en nutriments judicieux et éprouvés comme à minima les vitamines C et D, et voire en zinc, en échinacée, en propolis, en nigel, en reishi, à moduler selon chacun, pour permettre probablement que moins de gens ne tombent malades, ou en tout cas si gravement. C'est d'ailleurs ce que j'observe chez mes patients qui améliorent leur hygiène de vie, agissent en prévention et constatent être moins malades qu'auparavant. Les vieux adages disent souvent vrai, mieux vaut prévenir que guérir. Mais nos instances de santé n'en ont cure et font fi de cette médecine préventive qui prend trop peu de place dans les pratiques médicales quotidiennes. Car l'allopathie traite mais ne prévient pas. Pour prévenir, il faut s'ouvrir aux approches complémentaires, dont la phytothérapie, qui, elle, prévient tout autant qu'elle peut soigner. Et ça veut dire éviter de lui taper dessus tout le temps. Temps de réflexion. À l'heure où je vous écris, tout est à l'arrêt, ou presque, et la gagnante semble bien être la planète. Mère Nature respire à nouveau, libérée de nos activités humaines destructrices. Elle qui pourvoit entre autres à notre nourriture, notre eau, nos actifs médicinaux, des ressources qu'on use chaque année plus rapidement, faisant reculer dangereusement le jour du dépassement, cette date où l'empreinte écologique de nos activités dépasse ce que la planète peut régénérer en un an. Les questions autour de la suffisance alimentaire et des dégâts des industries, du charbon, de l'agroalimentaire, du médicament, du transport, etc. sont plus que jamais à l'ordre du jour. On ne peut scinder l'écologie de la phytothérapie. Tout le monde se doit d'être écolo, car nous faisons partie de cet écosystème planétaire. Avec l'effondrement du vivant et de la biodiversité, une rubrique phyto comme celle que je tiens habituellement aura-t-elle encore sa place dans 50 ans si ces plantes ont disparu ou sont impropres à la consommation car trop polluées? Car même confinées, les plantes ont été mes alliés. Les aromatiques ont assaisonné et parfumé mes plats, le thym, le basilic, l'estragon, la coriandre. Les gourmandes ont été des parades au grignotage, la poudre et le bâton de cannelle, le maté vert, l'essence de pamplemousse, le bourgeon de figuier. Celles de la détente ont embaumé mes tisanes du soir, l'oranger, l'aubépine, la mélisse. Les ornementales de mon jardin ont ravi mes yeux et les huiles essentielles ont assaini mon intérieur. Le confinement m'a laissé du temps pour penser, réfléchir, revenir à l'essentiel. Ce temps offert fut l'occasion d'un point de conscience pour tirer les leçons de ce qui se passe dans nos foyers, et le mien surtout. Confinée, j'ai profité de mes enfants, de mon mari. J'ai moins travaillé, j'ai plus dormi. J'ai moins râlé, j'ai plus joué. J'ai moins gâché, j'ai plus cuisiné. J'ai moins entassé, j'ai plus trié. J'ai moins dépensé et j'ai plus optimisé. Et j'ai constaté qu'avec peu, on a déjà tant. Cette crise nous a invités à tout arrêter, net. J'imagine ce cri de la terre « Stop! Arrêtez! N'en jetez plus, vous m'épuisez !» Restez chez vous. Utilisez ce temps pour réfléchir, et différemment, s'il vous plaît. Prenez enfin soin de moi, moi qui vous offre gîte et couvert depuis si longtemps. Alors je regrette les décès, je ne nie pas les conséquences désastreuses pour certains secteurs, mais dans toute crise, on peut faire émerger la lumière et faire en sorte que cela n'ait pas été vain. Je veux rester confiante en notre humanité, dotée d'imagination, d'adaptation, de résilience, des qualités utiles pour nous relever et nous réinventer. J'ose espérer que ce sera avec l'intelligence du cœur, de la nature et non l'appât du gain, vil et qui ne voit qu'à court terme. Un nouveau point de départ pour mener avec succès cette troisième grande révolution qui nous attend, ambitieuse mais nécessaire
pour préserver notre planète et nos enfants. À méditer.